J'avais le thème qu'on appelle La Vengeance, qui est le thème de Monte Cristo, qui revient sous, je crois qu'il y est 80 et quelques fois dans le film de manière masquée, en fait. Il y a un côté très très pop, en fait, dans la manière de travailler l'orchestre. Très jeu vidéo aussi, très interactif. Oui, parce qu'on est vraiment dans une répétition. J'adore m'asseoir, par exemple, écouter les sons de la ville ou me promener et tout est musique. Bonjour Florian. Bonjour Jérôme, enchanté. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Super, je suis très heureux d'être là. Alors, t'es compositeur de musique? Oui, je suis compositeur de musique depuis longtemps, depuis plus de 20 ans. Et j'ai fait des musiques de films principalement, j'ai fait 25-30 longs métrages, des musiques de documentaires aussi, pas mal. Plein d'autres choses, mais c'est ma principale activité. Et je crois que toi, tu fais du sound design dans le jeu vidéo, c'est ça? Moi, je suis concepteur sonore donc pour jeux vidéo depuis maintenant 7 ans. J'ai une première carrière différente dans les arts plastiques. Donc, tu es passé de l'image au son. C'est ça. C'est intéressant. Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai fait avant, j'ai toujours été baigné un peu comme toi dans le son. J'ai fait le conservatoire plutôt jeune. Voilà. Puis après, j'ai toujours eu une passion pour les arts. J'ai toujours baigné un peu dedans et après, dans les études supérieures, je me suis plus dirigé vers les arts plastiques. Et après, je suis revenu vers le son un peu plus tard. Voilà. Donc là, moi, je viens un peu un rêve éveillé. Je vis ma passion de faire du son, un peu à l'image, interactive, mais voilà. C'est deux musiques, l'image et le son. Oui. En fin de compte. Ouais, tout à fait. C'est vrai. Et toi, du coup, tu as fait, en fait... T'es venu tout de suite à la composition à l'image ou est-ce que tu faisais des pièces avant musicales ou... Alors moi je suis venu assez par hasard à la composition à l'image puisque j'ai fait du classique enfant. Puis après, j'ai tout laissé tomber parce que j'étais très intéressé par la country music, notamment. Okay. Et il se trouve que je connaissais un garçon qui s'appelle Raphaël Lewandowski, qui est un réalisateur polonais aujourd'hui, et qui faisait la Fémis, que je connaissais en vacances, et qui m'a dit, quand on avait 20 ans, il m'a dit « J'aimerais bien que tu fasses de la musique de country dans mon court-métrage de la Fémis. Okay. Donc, je me suis retrouvé à faire une musique de film. Et en faisant de la country, je me suis dit, c'est super de faire des chansons de country pour ce film. Mais j'aimerais bien, quand je voyais le film, je me suis dit, j'aimerais bien mettre des violons. Et là, mon passé de classique m'a rattrapé. Et je me suis mis à faire d'autres courts-métrages et à écrire des bandes-sons pour trio à cordes, notamment. Une bande-son pour trio à cordes qui a été un peu remarquée, qui fait que tout le monde m'a dit « mais il faut que tu fasses ça ». Et j'ai un peu laissé tomber mes groupes de rock divers que j'avais à l'époque pour faire ça et pour me consacrer à ça. D'accord, mais du coup, de la country music, mais tu faisais de la guitare électrique un peu en mode années 50, quoi ou... Alors, je faisais de la guitare folk, moi, beaucoup. Aussi un peu de guitare électrique années 50, mais c'était surtout... Alors, le côté country, c'est quelque chose que je maîtrise bien parce que j'en ai écouté quand j'avais 12-13 ans. Mais après, je suis quand même assez vite passé aux années 60, 70, aux Beatles, à David Bowie, à tout ça. Quand j'avais 20 ans, j'étais quand même sorti un peu de l'univers de country, mais j'étais un des seuls en France à savoir faire ça, en fait, de nos âges, parce que c'était quand même une musique qui n'était pas très écoutée à l'époque. Ouais, voilà. Tout à fait. Mais c'est fou. Le fait que tu parles des années 60, moi, c'est quelque chose aussi qui m'a énormément inspiré. Cette période, tu vois, les Beatles, Jimi Hendrix, qui a été vraiment une très grande, une découverte, vraiment une ouverture vers ce que c'était que cette modernité, tu vois, le rock, la musique du XXe siècle. Et puis un vrai travail de son. Il a un tout vrai travail de son. Toutes les pédales, tout à fait. Les 4 pistes, tout ça, c'était le début. Oui, c'était le début, les 4 pistes. Et tout cet imaginaire comme ça, cette période comme ça, très prolifique. Il y a un peu l'équivalent des années 20-30 en France, et puis t'as le Summer of Love aux États-Unis ou le Swing in London dans les années 60. Et c'est vrai que c'est une période qui m'a beaucoup marqué. Et la musique d'ailleurs, que ce soit la country ou la musique américaine, rock, assez incroyable. Mais oui, j'ai vu que tu étais fan de David Bowie. Grand fan de David Bowie, oui. C'est vraiment je dis en rigolant, je suis fan de Beethoven et de David Bowie. C'est mes deux grandes inspirations du moment. Mais David Bowie, oui, c'est un monde. Mais pour revenir sur ce que tu disais, ce qui est intéressant justement dans les années 60, dans Hendrix, dans les Beatles, c'est que c'est des gens qui cherchaient beaucoup. Oui, bien sûr. En fait, c'était comme un nouveau média, en fait, à l'époque.
Ce qui est intéressant on connaît trop peu ce qu'a apporté le rock'n'roll finalement aux États-Unis, mais il a vraiment précédé toutes les années 60. Toutes les années 60, c'était des fans de rock'n'roll, de Elvis, Eddie Cochran et de country, qui se sont mis à se dire ok, on va faire quelque chose comme ça, et qu'on a adapté ça de manière anglaise, puisque c'est parti d'Angleterre. C'est vrai. Mais avec l'arrivée des technologies, des pédales d'effet, des machins, et Hendrix a été vraiment hyper... Oui, c'est tout à fait. Il y a ce côté où tu vas prendre des cultures populaires, folkloriques, et tu vas les amener en fait dans la modernité avec l'électricité, les guitares électriques. C'est ça. Mais du coup, finalement, toi, tu as une formation plutôt classique? Alors, oui, plus ou moins. J'ai une formation classique d'enfant, donc qui est ancrée. Oui. Mais que j'ai vraiment repris à 20 ans, 22 ans en autodidacte pour travailler avec l'orchestre aujourd'hui, en fait. D'accord. Ça a été mon rêve tout à coup à 20 ans. Je me suis dit, OK, j'adore le rock, j'adore tout ça, mais en fait, pour les films, j'ai envie d'écrire de la musique d'orchestre. Et je suis parti et ça a été une longue quête. J'ai mis très longtemps à être au point. Il y a quelques années, je me suis dit, ça y est, c'est bon, là, je suis au point, je peux écrire n'importe quoi. Mais j'ai mis longtemps avant d'avoir l'assurance qu'il fallait pour écrire ces grosses pièces d'orchestre. Est-ce que quand tu as repris vers la vingtaine, est-ce que tu as fait ça par le biais d'un instrument de musique ou est-ce que c'était du piano finalement? Alors j'ai repris le piano vraiment de manière assidue, et puis après petit à petit j'ai essayé tous les instruments de musique, je les louais. Un mois les uns, un mois les autres, et j'ai compris vraiment des choses. Quand j'ai loué un violon, par exemple, j'ai compris la force du violon et comment le son passait vraiment. En fait, ça fait fusion. L'instrument fait fusion avec le corps. Je sais pas si tu as déjà joué du violon. Mais écoute, j'adorais essayer justement. Mais il y a une espèce de vibration dans tout le corps qui fait qu'en fait, on se dit oui, effectivement, c'est ce qui est le plus proche du chant quasiment. Avec les bois aussi qui font vibration, mais il y a vraiment un truc très spécial avec le violon. Moi, aujourd'hui, je fais du violoncelle. C'est un instrument dont je suis absolument fan absolu, mais il y a pas ce truc de vibration avec le corps. C'est un peu différent. Après, le violon, il y a quand même une technicité avant de faire naître la note. Tu vois, c'est-à-dire contrairement au piano, tu appuies sur une touche ou même une guitare, mais tu vois, le piano, il y a vraiment ce côté 0-1 où tu appuies sur une touche, ça naît un son. Ah bah oui. Le violon, tu as quand même ce truc, parce que effectivement, j'ai essayé une fois et en fait, j'ai pas réussi avec le crin, tu sais. Ah bah c'est dur. C'est assez technique. Et du coup, au final, après, tu as évolué vers la musique de film. T'avais quand même une relation avec l'image, t'étais passionné de cinéma pour arriver dans ce milieu. J'ai eu la chance d'avoir un petit boulot quand j'étais étudiant en mathématiques, avant ma vie de musicien. J'avais un petit boulot dans un vidéoclub, par hasard, qui était un vidéoclub spécialisé dans les films anciens et dans les films d'auteurs. Donc, en fait, j'ai regardé tous les films. Je commençais à faire des musiques de court-métrage, donc ça tombait bien. Et voilà, une espèce d'alignement de planètes qui font que je me suis retrouvé à un endroit, à un moment, et que j'ai commencé à faire ça, et que j'ai fait assez vite. J'ai fait beaucoup de courts-métrages, puis après, j'ai fait mon premier long-métrage assez rapidement. Je travaillais en binôme, en fait, avec un garçon qui avait fait des études de chef d'orchestre à l'époque. On a fait plusieurs films ensemble. Et donc, à deux, on était très forts. Bon, et toi, alors, du coup, tu passes de l'image au son, qui pour moi sont des choses assez proches, parce que je trouve qu'il y a vraiment une musicalité dans la peinture, il y a une musicalité dans le son. Tout ça, c'est une question d'harmonie. Tout à fait, c'est vrai. Écoute, moi, j'ai toujours été passionné par le son, donc par l'éveil musical que j'ai eu au conservatoire. Après, à mes 14 ans, tu vois, alors j'ai suivi cette méthode, tu vois, japonaise, on en parlait, où ils privilégient un peu l'oreille plutôt que la lecture. Ça m'a beaucoup aidé. Et après, alors, à mes 14 ans, j'ai découvert Jimi Hendrix, donc la guitare électrique. Grand amour, tu vois, où je les chiffrais sur les DVD, justement. J'ai appris la guitare électrique notamment sur le concert de Isle of Wight de 1970. Voilà, il joue sur une espèce de Flying V, une guitare. Et c'est là où j'ai discerné la pentatonique, tu vois, d'Hendrix. Donc ça m'a vraiment animé, en tout cas, sur la musique. J'en ai toujours voulu faire ma vie, mais à mes études supérieures, je suis allé plus vers les arts plastiques. Et j'ai toujours continué à faire des projets après parallèles de musique. Donc j'avais des groupes de musique, des groupes de rock. Après, je faisais des projets un peu expérimentaux où je faisais des ciné-concerts un petit peu, où je mettais des images d'archives derrière moi et puis je faisais de la musique un peu avec des pédales d'effet, un peu ambiante. Donc déjà un travail un peu de sonorisation d'image. Voilà, finalement. C'est ça. Et en fait, de fil en aiguille,
j'ai décidé d'allier mes deux passions en me reconvertissant, en partant au Canada pour apprendre le sound design pour le jeu vidéo. Donc ça a été assez drastique, mais du coup voilà. Et là j'ai l'impression d'être exactement dans mes deux passions parce que c'est le son à l'image, mais il y a aussi cette dimension qui est interactive en plus du cinéma. Donc il y a un volet un peu technique quand même où il faut apprendre. Alors faut pas coder. Tu vas me raconter ça surtout parce que c'est vrai que c'est large le son. Ouais, tu fais tout le son dans les jeux ou... En fait, les sound designers vont s'occuper de aussi bien des effets sonores, qui peuvent s'occuper de la musique, qui peuvent s'occuper des voix avec les acteurs. Généralement, plus les projets sont gros, plus les sound designers vont tendre à se spécialiser. Donc, moi, je sais que je me spécialise vers les effets sonores. Tu vois, il peut y avoir au sein des sound designers, alors ils évoluent au sein d'un département, tu vois, avec un directeur audio qui chapeaute une vision. T'as un lead sound designer qui va s'occuper des plannings de prod, qui va faire des reviews de son. Et après, tu peux avoir des sound designers qui ont des spécialités. Tu vois, genre, tu as des music designers, des voice designers. Tu as après des sound designers qui sont qui s'occupent des effets sonores. Et voilà. Et du coup, alors, ce métier-là, c'est que tu vas concevoir les sons, tu vas les implémenter dans un moteur audio. Donc, c'est un espèce de logiciel qui va te faire une connexion avec l'engin de jeu qui, lui, est le monde en 3D. Et après, tu vas placer tes sons. Donc, tu travailles avec plein de corps de métiers différents, des animateurs, des programmeurs, notamment, parce que c'est toujours, tu joues des sons sous condition. C'est-à-dire que si tu appuies la gâchette à droite, genre, accélère-moi le son de la voiture, ou tire-moi avec cette arme, tu vois. Ouais. La musique, notamment, c'est assez un cas d'école, parce que tu vas la faire évoluer par rapport à des états du jeu. Donc, tu vas dire avec des programmeurs, ils vont créer des systèmes qui font que quand tu rencontres un groupe d'ennemis, tu te balades, par exemple, tu es dans Assassin's Creed au 9e siècle dans une ruelle à Bagdad. Voilà, donc il y a une petite guitare ou un oud, tu vois, qui joue. Là, tu vas rencontrer un groupe d'ennemis, tu vas rajouter un tambour que toi, par exemple, t'aurais pu, compositeur Jérôme, nous fournir. Une fois que tu basses au groupe d'ennemis, tu retires le tambour et après tu restes reviens. avec le oud. Voilà, exactement. Ou pas. Okay, mais justement, ça c'était une de mes questions, c'est que en musique, vous travaillez beaucoup avec des boucles en fait. Tout à fait. C'est énormément de loops parce que c'est des sons environnants. Donc ça va être aussi bien les sons d'environnement qu'un son de voiture, par exemple, qu'un son de calèche. C'est des sons qui sont continus. Donc il y a cette différence entre les sons qui sont pertinents et les sons en continu. La musique, effectivement. Alors pour les compositeurs, on travaille beaucoup avec des compositeurs comme toi, par exemple. Tu vois, tu seras un très bon candidat pour faire de la musique pour jeux vidéo. Il y a une sorte de mimétisme en fait entre les deux domaines. Là, le jeu vidéo va vachement emprunter aussi au cinéma, c'est-à-dire que par exemple, encore, on va prendre Assassin's Creed. Il y a le prochain qui va sortir. Là, tu as une OST qui sort sur toutes les plateformes. Donc, tu as la musique, tu as l'OST du jeu. Mais parallèlement à cela, le compositeur nous fournit de la musique qui est plutôt en kit. J'appelle ça un peu la musique en kit. Bien sûr, je vois bien. Où on va pouvoir, de manière additive ou soustractive, utiliser la musique pour servir la narration. Et ça va être le rôle des sound designers de l'implémenter. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre une espèce de, ce qu'on appelle des trigger box ou des choses, des déclencheurs. Tu passes cette porte, rajoute-moi un violon, tu vois. Il va y avoir une tour qui va s'écrouler quand tu vas passer dans cette porte. Donc là, il y a un espèce, tu vois, là, tu vas arriver et tu vas avoir des gros drums, des gros taiko qui vont taper des drums japonais ou quoi qu'est-ce. Et du coup, tu t'amuses en servant le storytelling par rapport aux différents layers que tu vas nous... bien sûr. Mais on travaille un peu comme ça en cinéma aussi maintenant. Oui. Sur des films comme Monte Cristo, dans laquelle la musique est omniprésente et dans laquelle il y a de la musique absolument, la musique tout le temps, on est obligé à un moment de travailler par couche. C'est-à-dire que moi, j'écris des morceaux sur certaines séquences, ou même indépendamment des séquences, que j'ai écrit sur scénario aussi beaucoup avant même le début du montage. Et en fait, j'écris des morceaux qui vont nous servir de base. Et en fait, on se sert beaucoup des stems, c'est-à-dire des parties séparées, comme tu le sais, mais je sais pas si les gens sont tous au courant de ce que c'est qu'un stem. On se sert beaucoup des stems pour justement travailler en superposition et rappeler un des thèmes tout en préparant un autre, en fait. Donc, tu t'écris, toi, sous scénario, t'écris pas forcément à l'image? Ah non, pas du tout. D'accord, c'est intéressant. Je pense que c'est hyper important d'écrire en dehors de l'image. Je sais pas comment font les compositeurs pour les jeux vidéo, mais beaucoup, aujourd'hui, on part du principe qu'il faut écrire sur l'image.
Mais à l'époque, les compositeurs écrivaient quand même les thèmes avant. Ils adaptaient à l'image après leur thématique. Mais quand ils se mettaient d'accord avant le tournage avec les grandes musiques de films, comme Il était une fois dans l'Ouest, des trucs comme ça, n'ont jamais été écrites à l'image. D'accord. Ils mettaient la musique au tournage même, pour s'inspirer. Je veux dire, Jean Morricone, il n'avait pas cette vision du désert avec Clint Eastwood. Il n'y avait pas du tout ça. Non, mais en fait, ce qui est intéressant, justement, quand on travaille pas à l'image, moi je trouve, c'est qu'au lieu de paraphraser une image, on instaure un dialogue entre une musique et une image. Et qu'en fait, quand on lit un scénario et qu'on pense à la musique, on pense vraiment à ce qu'il y a en dehors du scénario. Je pense que la musique est vraiment un acteur en plus. Et tu le dis toi-même. Quand tu parles de jeux vidéo, à ce moment-là, on rentre, il faut qu'il y ait quelque chose en plus. En fait, c'est des ingrédients qui vont ajouter une dimension à l'histoire. Il faut pas, je trouve qu'il y a trop de films dans lesquels la musique raconte la même chose que l'image et ça sert à rien du tout. Alors c'est très divertissant, mais on appelle ça, voilà, exactement. Alors oui, le Mickey Mousing, c'est vraiment le truc de jouer les mouvements même. Mais ça, c'est impressionnant comme ils faisaient ça parfois dans les films hollywoodiens, c'était fou. Non, c'est important pour moi que la musique et l'image soient en dialogue. Et qu'après, si véritablement faut l'adapter complètement à l'image, on le fait. Mais au départ, on a plus de surprises en essayant des musiques qui n'ont pas été fabriquées sur l'image que vraiment en la fabriquant directement. En fait. C'est intéressant. Moi, je trouve que, tu sais, le vrai enjeu pour les compositeurs aussi, et je le vois parce que moi, je fais de la musique aussi parallèlement à mon activité de sound designer. Tu vois, je suis toujours passionné de guitare. Mais je m'aperçois même, tu vois, dans les jeux vidéo, des choses qui sont marquantes, c'est les thèmes. De créer un thème, tu vois, un truc qui reste. Par exemple, dans le jeu vidéo, il y en a maintenant, il y a des thèmes classiques un peu. Tu vois, je prends God of War de Bear McCreary. Tu vois, Bear McCreary, c'est un compositeur américain. Il y a des thèmes. Tu vois, par exemple, toi, le thème de Mercedes dans Monte Cristo que tu as fait, tu personnifies. Tu vois, c'est-à-dire que tu vas personnifier la musique par rapport à un personnage. Ça, je trouve que c'est un vrai enjeu. D'ailleurs, le thème de Mercedes moi, j'aime beaucoup sur ton travail. Il y a un vrai truc qui tient, qui accroche. Je trouve que c'est un vrai enjeu pour les compositeurs. Tu vois, John Williams, par exemple, il excelle là-dedans parce que t'es tout de suite dans ce truc. C'est pas le même travail de thème parce que Mercedes, c'est un peu un non-thème. La mélodie se chante pas, puisque c'est 3 notes qui tournent en boucle. C'est vrai, il y a un côté un peu ambiant, t'as raison. Mais c'est ce violon qui tourne en boucle, t'emmène vers quelque chose vraiment au plus profond de leur histoire d'amour. C'est ça qui m'intéressait, en fait. Oui, en fait, c'est plus un leitmotiv, genre tu retiens le personnage par rapport à cette mélodie, quoi, finalement. Mais celui-là, il est travaillé à l'image, pour le coup. D'accord, ok. Voilà. Mais il est travaillé à l'image d'après aussi, quand même, une réflexion que j'ai fait sur scénario. Si j'ai pas fait cette réflexion sur scénario, je pense que je ne trouve pas des thématiques aussi fortes à l'image. Parce que je suis sûr, j'ai déjà des tas de mélodies, j'ai déjà des tas de choses qui sont mon vocabulaire de base, en fait. Et quand on travaille sur un film, et je pense que sur un jeu vidéo, c'est pareil, je sais pas combien d'heures c'est beaucoup plus long qu'un film, même. Oui. En fait, la différence d'un film et un jeu vidéo, c'est que, alors, et je vais reparler encore pour notre paroisse chez Ubisoft, c'est que nous, on fait des mondes ouverts. Donc, c'est des mondes où tu vas plonger même une centaine d'heures. Donc, la musique doit t'accompagner, mais elle doit pas être omniprésente. C'est pas, tu vois, quand tu as 3 heures comme Monte Cristo, où tout est absolument tailoré, parfaitement maîtrisé, là, ça doit t'accompagner. Parce que le joueur va vivre bien sûr dans ce monde persistant. Tu as la musique diégétique, donc la musique qu'on peut situer dans le monde. T'as la musique non diégétique qui n'est pas dans ce monde, qui est comme une voix off finalement, qui est en 2D. On dit 3D, 2D. On aime bien dire ça. 2D, c'est vraiment genre c'est dans tes oreilles, c'est la voix qui te parle, c'est la musique dans ta tête. Et 3D, c'est vraiment la musique, le poste de radio qui est dans le monde tangible. Monte Cristo, c'est vrai que là, moi, ce qui m'avait frappé dans ce film, qui rythme vraiment, c'était la vraie présence de la musique tout le long, qui rythme vraiment et qui donne cette dimension vraiment épique. Oui, c'était l'idée des réalisateurs. Hein, que je voulais pas autant de musique moi au départ, mais ils m'ont vraiment dit on veut faire une fresque opéra, la musique soit tout le temps là, comme dans un opéra. Et on est parti de ce principe, et c'est vrai que ça a été assez marrant à faire du coup dans cette optique-là, parce qu'on fait jamais ça d'habitude. D'ailleurs, on a cherché un film dans lequel il y avait plus de musique en termes de timing, et on a trouvé Ben Hur dans sa version longue. Ah oui, incroyable. Il y a 2h25 de musique, je crois. Ouais. Donc
Mais après, alors, pour reprendre ton histoire si tu vas dans des centaines d'heures, comment tu fais avec la musique? On te donne pas 40 heures de musique. Disons que... Il y a des choses qui reviennent, tout à forcément, fait. Mais c'est la force aussi de la musique, c'est quand elle revient. J'insiste beaucoup là-dessus. Tout à fait. Alors, tu vas faire des variations, des déclinaisons, et puis elle est pas omniprésente. C'est-à-dire qu'il y a des moments clés qui vont être scénarisés, où là, tu vas tu vas faire un travail de composition à l'image comme dans le cinéma. Mais après, ça va être des segments qui vont apparaître, qui vont naître. Et on va travailler beaucoup avec ce qu'on appelle la randomisation. Tous les 45 secondes, joue-moi, tu vois, un petit oud, si on est à Bagdad, ou un petit koto, c'est pas un koto, mais tu vois ce que veut dire. Donc tu gères le côté finalement hasard de l'apparition de la musique. Tout à fait. Bah voilà, c'est comme nous avec l'histoire d'écrire sur scénario et de le mettre sur l'image après. Oui, c'est vrai. Il y a ce côté-là. Tout à fait. Oui, parce que tu vas aller puiser après. En fait, tu te fais une sorte de mini banque de sons. Tu vas aller puiser autour d'une. Mais c'est ça qui est intéressant parce que on parle beaucoup du placement de la musique. Alors il est hyper important le placement de la musique. Mais le placement de la musique, on peut le trouver aussi par hasard. On n'est pas obligé de le calculer à l'avance. Oui. On regarde si les choses fonctionnent les unes avec les autres. Et j'imagine que quand tu fais un random de 45 secondes, si ça marche pas forcément parfaitement, tu le déplaces. Oui. Il y a un truc comme ça. Et souvent, il y a des moments où on a l'impression qu'il y a besoin de musique, mais en fait, il n'y en a pas besoin. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi et si c'est pareil pour vous. Parce qu'on a déjà mis une musique avant et que le spectateur évolue. Et le joueur, c'est pareil dans les jeux, je pense. Il évolue avec cette mélodie qu'il a eue avant. Donc, arrivé sur la scène, je vais prendre une scène d'amour, par exemple. Si on a eu une musique romantique avant la scène d'amour, ben on a toujours cette musique romantique dans la tête. Oui, bien sûr. Si on a eu une musique intrigante avant la scène d'amour et que la scène d'amour doit mal se finir, on est encore avec cette musique intrigante, donc ça marche encore. Tout à fait. Donc souvent, écrire une musique d'amour sur une scène d'amour, ça n'a pas beaucoup d'utilité parce que on va pas parler de l'amour puisqu'on le voit. Oui, tout à fait. Tu surlignes, tu rajoutes une couche sur le propos. Exactement. Effectivement. En fait, tu dois toujours, que ce soit pour le cinéma ou le jeu vidéo, tu suggères finalement, tu dois servir un petit peu le storytelling, la narration. Mais il y a aussi parfois des moments qui sont nécessaires d'absence de musique ou de son. Alors, c'est là où le son est justement souvent ton travail, j'imagine. Oui. Entre aussi dans la course, si je puis dire. Oui. Parce que dans ces scènes, pour moi, en cinéma, quand il n'y a pas de musique, le son fait la musique tout à fait. À lui tout seul. Tout à fait. Et cette musique de son est hyper importante. Je veux dire, je parlais de scènes d'amour, mais dans ce cas-là, pour moi, ce qui est le plus fort dans les scènes d'amour, c'est quand on entend des respirations, on entend des bruits de l'extérieur, une ambiance, quelque chose de fort. Moi, je suis beaucoup plus pris dans une scène comme ça que si j'ai une musique romantique par-dessus, en fait. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai qu'en fait, tu peux vraiment suggérer du storytelling avec les sons. Et puis, effectivement, il y a la musicalité des sons, comme tu dis. Bah oui. Chaque son a une tessiture, a une note fondamentale. Donc, les sons ont tous en eux vraiment une note. Et c'est vrai, on peut vraiment suggérer beaucoup de choses avec le son. On peut faire de la musique, beaucoup l'ont prouvé. Oui, c'est tout à fait. La musique concrète. On l'a prouvé il y a longtemps déjà, avec, pour les bases. Et puis, Toi, t'écoutes la musique, ta musique concrète, c'est des choses qui J'en ai écouté, oui, mais moi j'aime beaucoup la musique de bruit, si je puis dire. Non, mais j'adore ça parce que je pense que c'est vraiment une musique. J'adore m'asseoir, par exemple, écouter les sons de la ville ou me promener. Tout est musique. Je me suis dit à un moment que je voulais essayer de reproduire avec l'orchestre, d'enregistrer 1 heure de balade dans Paris, par exemple, ou dans une autre ville, et de reproduire tous les sons avec l'orchestre. De me dire, c'était un espèce de challenge de se dire comment je vais pouvoir, un dérapage de voiture, comment je vais le jouer avec l'orchestre, par exemple. Alors bon, c'est facile en même temps. Quand on y pense, l'orchestre, c'est un truc qui est tellement merveilleux qu'on a tous les timbres possibles. Tout à fait. Tu prends des cuivres avec des cordes, tu peux très bien faire un tout à fait, voiture. Tout à fait. Je prends souvent cet exemple, tu sais, de ce qui m'a amené au sound design, c'est l'hymne américain joué par Hendrix à Woodstock. Tu vois, bien sûr, je vois très bien. Où finalement, avec sa Stratocaster, donc sa guitare électrique, avec son ampli Marshall 100 watts et des pédales d'effet, il va recréer la guerre du Vietnam en interstice avec l'hymne américain. C'est très puissant parce que là, de faire des bruits de mitraillettes de machine gun de M16 en grattant les cordes de sa guitare et de faire des espèces d'hélicoptères qui se crachent, des cris. Et c'est vrai que effectivement, il y a
Et de plus en plus, dans les musiques de films, on utilise énormément d'effets sur les instruments et on rend une partie de la musique relativement sound design. Même nous, on joue des mélodies sur des sound design, sur des drones, sur des... Oui, je me demandais d'ailleurs, est-ce que tu utilises, parce que ça se fait de plus en plus au sein des compositeurs, des effets sonores. Est-ce que tu vas faire, par exemple, tu vas enregistrer des sons environnants, urbains, tu vas faire du field recording, ou tu vas utiliser des effets sonores que tu vas processer, tu vas mettre dans de la réverbération, par exemple? Ah bah beaucoup. Je me suis mis au violoncelle il y a pas longtemps, pour tout dire, et j'en enregistre pour les films. J'en ai enregistré pour Monte Cristo, par exemple. Et comme je ne suis pas un grand violoncelliste classique, je l'admets, je ne le serai pas. Mais en même temps, j'ai ma manière de jouer, et en fait, je le passe dans des effets, et ça fait des sons tout à fait hyper intéressants, qui font beaucoup plus peur que le violoncelle. Normal. Mais oui, on fabrique beaucoup de sons. Et dans la BO de Monte Cristo, puisqu'on parle beaucoup de la musique de ce film en ce moment, on a notamment fabriqué tous les sons. En fait, tous les sons qui sont derrière l'orchestre. Il y a toute la partie orchestrale que j'ai écrite de manière classique, on va dire. Et derrière, pour sonner moderne, on a quand même besoin aujourd'hui en musique de film de mettre des sons. Alors souvent, on met des sons de synthé. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, on prend des presets de synthé qui font tout derrière. Mais là, on s'est dit non, on va vraiment fabriquer tous les sons. Et tout le sound design qu'il y a dans l'orchestre, on va le faire. Et donc, avec mon ami Geoffroy Berlioz, qui est dont le nom ne s'invente pas pour un musicien. J'aime bien, ça le fait rire beaucoup parce que je la sors toujours, celle-là. On est allé enregistrer mais je crois que toi, tu aimes beaucoup ça, des structures de Bachet. Qui sont des instruments des années 50. C'est dommage qu'on n'ait pas un truc où on puisse faire comme ça pour montrer les photos. Un diapo, un diaporama. Parce que c'est complètement incroyable. Ce sont des espèces d'œuvres d'art sur lesquelles on joue de la musique qui ont été fabriquées dans les années 50 et qui sont des instruments pour la plupart métalliques et qui ont beaucoup d'harmoniques. Donc ça permet en fait on peut les jouer à l'archet, on peut les jouer comme des percussions, on peut même mettre des signaux de synthé, des signaux de basse de synthé qu'on fait passer dans les résonateurs et ça donne des trucs complètement dingues. On peut chanter dans ces grands résonateurs c'est vraiment magnifique. On a passé une journée à enregistrer des tas de sons avec Geoffroy là-bas et ensuite après on a pitché ces sons, on les a passés dans des effets. Enfin, c'est lui qui a fait tout ce travail. On s'est mis d'accord. Et en fait, il a proposé, je lui envoyais les morceaux d'orchestre, et lui, il me renvoyait 15 layers de trucs qu'il avait fabriqués avec les sons qu'on avait enregistrés, juste pour habiller, pour mettre des effets sonores dans la musique. Incroyable. Et ça a été un plaisir de fabriquer tout ça, et c'est un peu ton métier, là. Ça rejoint un petit peu. Tout à fait. Nous, on transforme constamment les sons, on les processe, on dit, c'est-à-dire qu'on met des effets, des délais. C'est vrai que, tu vois, par exemple, tu prends un bruit de porte, alors nous, on travaille avec des sonothèques, tu vois, généralement, on va être dans le séquenceur comme toi, donc il y a un Digital Audio Workstation, et on va les prendre, puiser dans les sonothèques des sons, et on va les étirer, les inverser, mettre de la distorsion. Tu vois, un bruit de porte, par exemple, tu l'étires. Un bruit de porte vraiment les bruits de porte, c'est fascinant. Hein. C'est vraiment génial parce qu'il y a plein de variations. Ça craque, ça clique. C'est des monstres. Ouais, tu peux aussi bien avoir des monstres que des je vois très bien parce que j'en ai fait des trucs comme ça. J'ai fabriqué de la musique à un moment avec on m'avait donné des trucs de son de monteur comme ça. Et je m'étais dit, tiens, je vais faire des morceaux qu'avec ça. Et j'avais essayé de retrouver des timbres. Chaque fois, il n'avait pas fait. Non, c'était peut-être Pierre-Henri, tu sais. Alors, c'est quoi le marteau sans mettre? Non, c'est Boulez. Mais il y a des trucs avec des bruits de porte qui claquent. Mais c'est vrai que dans le sound design, t'as des choses où finalement, enfin voilà, tu prends des sons d'objets usuels et puis tu vas les retourner et puis ça va créer des choses. Par exemple, tu prends pour faire un son d'un T-Rex, tu sais, tu prends une chaise, tu la fais traîner sur le sol. Tu vois, et puis tu peux tout de suite déjà t'imaginer le son. Bah là, c'est du bruitage, carrément. C'est du bruitage, mais tu peux créer des sons de monstres vraiment facilement avec ça. Ça, c'est fou. Les bruiteurs, moi, j'ai toujours été fasciné par ce qu'ils font avec les graviers, les machins, les trucs. C'est incroyable. Mais surtout qu'en plus, tu vois, t'as dans le sound design, t'as vraiment t'as le père, on va dire le père. C'est un peu facile de dire ça parce que on donne ce crédit aux Américains. C'est Ben Burst, tu sais, le sound designer qui a créé tous les sound effects de Star Wars. Où lui, il a créé vraiment from scratch, comme on dit, de rien. Tu vois, le son du sabre laser, le son du TIE Fighter. Tu vois, le son du TIE Fighter, par exemple, c'est un cri d'éléphant avec une roue
qui passe sur une chaussée mouillée. Ouais, c'est génial. Ouais, et du coup, tu arrives à faire ce son qui, finalement, rentre dans la culture populaire. Et ce qui est génial, c'est que finalement, dans le monde entier, tu dis à quelqu'un, ferme les yeux, tu lui mets un son du sabre laser, il va reconnaître tout de suite que c'est Star Wars. Et là, le son drive plus que l'image. Tu vois, bon, après, tu as des réalisateurs comme George Lucas qui, eux, finalement, font vraiment confiance au son et à l'image. Eux pensent que c'est 50% des... Mais voilà, ceci étant, ça a été quand même vachement utilisé même par les Français dans les années 50, les Xenakis, les Schaeffer. Mais ce qui est intéressant quand tu parles de Star Wars, c'est que c'est ça qui fait la modernité du film, c'est ce mélange de musique classique, parce que la musique de John Williams, il n'y a pas plus classique que la musique de Star Wars. Si tu mets la musique toute seule, c'est vraiment un mélange de Stravinsky, de Holst les planètes. D'ailleurs, c'est les références qu'ils avaient, le sac du printemps, Holst. C'est très classique. Si tu ne mets pas le son qu'il a inventé par-dessus cette musique, il y a un film hollywoodien un peu daté. Tout à fait. Et en fait, c'est là où le son prend tout son sens pour moi et vraiment participe à la musique. Et tout le design sonore de Star Wars, ça fait partie de la musique de Star Wars. Tout à fait. On le dit pas assez, je trouve ça, parce que c'est la rencontre des deux mondes qui fait qu'on se dit, OK, en fait, l'orchestre n'est pas mort. À l'époque, d'ailleurs, quand il a fait Star Wars, les années 70, les BO de films commençaient pour l'orchestre, c'était un vieux truc, on n'utilisait plus ça. Les années 70, on laisse tomber tout ça, on se dit maintenant on va mettre des musiques à la mode, on va mettre des chansons, à l'image du lauréat avec Samuel Garfunkel, de Macadam Cowboy, de tous ces films qui finalement sont très... Et puis on arrive Star Wars, et là... C'est vrai. On va reprendre l'orchestre façon Waxman des années 30-40. Est-ce que c'est pas le revival finalement de la musique orchestrale qu'on voit aussi dans les jeux vidéo finalement parce que tu vois, les jeux vidéo aussi c'est pareil, c'est que toutes les musiques, tu vois, des jeux qui se passent dans l'espace, c'est très très empreint de John Williams. Ça va toujours être du space opéra. C'est le space opéra finalement. Alors que si on mettait une musique un peu sci-fi-ish avec des drones, des synthétiseurs, peut-être que ça marcherait peut-être moins, mais effectivement, t'as raison, c'est vrai que ce constat dans les années 70, on a plus utilisé des chansons pas de pop, mais de Simon and Garfunkel, ce genre de choses. Et... Du rock, et là, il y avait vraiment les BO, c'était devenu de la musique à la mode. Il y avait un vraiment commerce de la BO, chose qui n'existait pas avant. Et tout à coup, on s'aperçoit qu'avec du classique, on peut aussi faire du commerce de BO, et ça, c'est génial. Tout à fait. Tout à fait. Et du coup, toi, avec Monte Cristo, comment t'as fait pour... comment tu t'inspirais Au départ, tu veux dire... Quand j'ai eu le scénario, j'ai pas voulu relire le livre que j'avais lu il y a très longtemps et que j'avais adoré. C'était... déjà, pour moi, c'était un peu un rêve de faire ce film. Quand ils m'en ont parlé, c'était assez fou. Parce que c'est un livre qui m'a marqué, comme beaucoup de gens. C'est un livre qui reste, je crois, l'un des 5 livres les plus lus. C'est dingue. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que quand j'ai écrit sur scénario, j'ai écrit une musique complètement intérieure. Alors, l'idée de la musique du film, de toute façon, elle est pensée comme ça. C'est-à-dire que j'ai joué tout ce qui est joué, c'est les émotions intérieures des personnages. C'est-à-dire ce qu'on ne voit pas à l'écran, mais ce que eux ressentent. Mais quand j'écrivais sur scénario, j'avais des thèmes. J'avais le thème qu'on appelle la vengeance, qui est le thème de Monte Cristo, qui revient je crois qu'il y est 80 et quelques fois dans le film, de manière masquée, en fait. L'idée, c'était... Ça, c'est une autre discussion. J'en parlerai après. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on a commencé à mettre les musiques à l'image, en fait, tout était très lancinant, parce que il y avait une idée de vengeance, de noirceur. Et la chose que j'ai découvert avec les images, par contre, c'est la dynamique. Parce que je l'avais pas, en fait, avec le scénario. Le scénario ne donne pas vraiment envie de penser dynamique. C'est pas un livre qui donne envie de penser dynamique. C'est un livre qui est très lent. La vengeance se construit. Et là, effectivement, quand je suis arrivé devant les images, je me suis aperçu que, par exemple, la découverte du trésor, il fallait quelque chose d'hyper puissant qui prenne toute la place. Oui, c'est très KPDP, finalement. Il y a un côté où ça rocambolesque, quoi. Quand même. Et ce qui est drôle, c'est que sur scénario, j'avais écrit une musique qui était finalement beaucoup plus narrative. Beaucoup plus à l'image de ce que Herman faisait avec Hitchcock, mais qui finalement datait énormément la scène quand on le mettait sur l'image. Donc j'ai repris en me disant finalement, ce qui marche et ce qui est moderne aujourd'hui, c'est d'utiliser de l'orchestre, mais de manière bouclée.
C'est-à-dire qu'il y a un côté très très pop en fait dans la manière de travailler l'orchestre. Très jeu vidéo aussi, très interactif. Oui, parce qu'on est vraiment dans une répétition. Oui. Et pour la petite histoire, je l'ai déjà dit dans plein d'interviews, mais c'est assez marrant, c'est que les 3 premières notes de ce morceau, Le Trésor, sont en fait les 3 premières notes du thème de Passion de quand ils étaient jeunes. En fait, le thème de Passion fait pa ta 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 comme ça. Et tout à coup, je me suis dit en fait, il est obsédé par ce thème, mais il a passé 15 ans en prison, donc en fait, il y a et le morceau est né comme ça en se disant, c'est comme si le disque était rayé. Ouais. Et du coup, j'ai travaillé le morceau comme une boucle. Et à quel moment, tu vois, je me demandais, parce que tu peux faire maintenant de la musique orchestrale sur ordinateur. Moi, je me suis amusé à faire ça, et tout de suite, t'arrives, t'as l'impression que t'es dans un orchestre philharmonique, tout est là, t'as les hautbois, les machins, les violins, etc. Et c'est formidable. Est-ce que c'est une question de budget, mais à quel moment tu te dis, on va enregistrer, on va passer là, on va vraiment enregistrer les cordes finalement, est-ce que la musique par ordinateur, posée à l'image, est-ce que c'est un patchwork ou un brouillon de ce que tu vas enregistrer, scorer dans un vrai studio avec un orchestre, ou pas nécessairement? Qu'est-ce qui c'est voilà. Alors oui, c'est censé être un brouillon parce que il y a des choses qui marchent en utilisant. Alors la manière dont j'écris, effectivement, je travaille sur en fait, je fais tout en même temps. C'est-à-dire que je suis avec mon ordinateur parce que je dois aller très vite quand je fais de la musique de film. On a 3-4 jours pour faire un morceau. Waouh. Donc quand ils sont en train de monter une séquence, la monteuse monte une séquence, elle me dit voilà, j'ai besoin d'avoir une musique dessus. Ouais, d'accord. Oui. Donc si je trouve pas en 3-4 jours, on se débrouille autrement, mais l'idée c'est que en 3-4 jours, j'ai quand même l'idée. À ce moment-là, évidemment, je travaille de toutes les manières en même temps. J'ai un papier, un crayon avec moi, je note des idées le soir qui me viennent, je les essaye au piano, je les essaye sur mon ordinateur, et sur l'ordinateur, on a quand même accès donc à tous les sons de tout l'orchestre, mais qu'on joue comme sur un piano. Sauf que ce qui est bien, c'est que, évidemment, on joue du hautbois, on joue tout de suite avec un son de hautbois, donc on se rend compte de ce que donne le hautbois. Donc c'est magique, évidemment. On construit cette maquette, et là, on la fait valider par la production, par le montage, par les réalisateurs. Enfin, c'est les réalisateurs, bien sûr, qui décident, qui ont le dernier mot. Et une fois que cette musique est validée, on se dit, là, qu'est-ce qui nous manque et qu'est-ce qu'on va enregistrer dessus? Donc en fait, l'idée de se dire c'est de l'orchestre, on réenregistre tout, n'est pas forcément valable. Je l'ai fait pendant des années, ça, et je me suis aperçu qu'en fait mes productions étaient moins bien parfois que certaines maquettes. Et en fait, l'idée, c'est de se dire ce que j'ai fait en maquette, s'il se passe quelque chose, ça veut dire qu'il y a des ingrédients qu'on peut garder. Et en fait, on va tout rejouer, mais après on va choisir de ce qu'on peut garder ou ne pas garder en fait. D'où l'idée justement de garder tous ces sons de sound design qu'on a fabriqués et qui vont vraiment être forts dans l'orchestre. Mais il n'y a pas de règle absolue en fait. Je crois que justement la force, là où on commence à avoir de l'expérience, c'est quand on arrête de se donner des règles et qu'on se dit tout est possible, je peux faire comme je veux en fait. Et du moment qu'à l'arrivée, c'est sublimé. Ouais, tout à fait. C'est pas forcément du coup une question de budget, de se dire ok, on va avoir un orchestre. Alors si t'en as pas, t'es quand même restreint sur énormément de choses, c'est-à-dire sur tous les thèmes mélodiques. L'ordinateur suit pas quand même. Suit pas. Il y a pas l'émotion. Il y a pas. D'ailleurs, j'avais dit. Oui, mais c'est ça. Ça peut pas marcher. C'est comme alors. Évidemment, ça va avancer. On parle beaucoup de l'AI en ce moment, tout ça, mais ça va avancer beaucoup. Mais c'est comme les voix, quand c'est vraiment mot à mot et que tu fais des phrases avec des voix, ça s'entend et c'est moins beau que quand quelqu'un. Tout à fait. Si tu t'amuses à faire un film et que tu mets toutes les voix synthétiques à la place pour doubler, par exemple, que des voix synthétiques par syllabe, bah ça va. À moins que ça soit voulu, c'est quand même un peu étrange. Tout à fait. Tu parles de l'IA là, d'ailleurs. Toi, t'en penses? Alors, ça, c'est un vaste débat. On m'interroge beaucoup là-dessus. La SACEM m'a délégué pour aller... On a même été discuté avec le Parlement européen il y a 15 jours de ça, parce qu'il y avait justement ces jours-ci... Macron en a parlé, donc il fallait que ça revienne chez Macron, que ça fasse le tour de l'Europe pour harmoniser un peu tout ça. L'IA, c'est je pense que vous, c'est pareil. Hein, c'est un champ des possibles incroyable. Dans le jeu vidéo, l'IA, c'est quelque chose qu'on utilise depuis quand même longtemps. On n'a pas attendu le ChatGPT pour avoir des outils qui sont assistés. Non, mais c'est ça. Mais on utilise tous l'IA depuis longtemps, en fin de compte. Parce qu'à partir du moment où on sert d'ordinateur, on sert d'IA.
Après, c'est compliqué pour le droit d'auteur. Évidemment, c'est compliqué de se servir. Par exemple, je vais dire, tu veux prendre une belle voix, et ben forcément, il va aller piocher chez des chanteurs des chanteuses exceptionnelles qui n'auront aucun mot à dire s'il n'y a pas de pointage officiel. Et on va utiliser le timbre de ces. Quand on cherche une voix, c'est le plus simple, ou un grand violoniste ou des gens comme ça. Il y en a pas beaucoup. On fait des castings, c'est long, c'est compliqué. C'est vrai de se dire que bon, on appuie sur un bouton, ça va le chercher et ça lui pique quelque part son truc qu'il a et qu'il a mis des années à travailler. Tout à fait. Et de se dire que peut-être que des. Alors évidemment, on va pouvoir retrouver la Calas qui est plus là et se dire on peut faire d'autres choses avec sa voix. Tout à fait. Les Beatles. Ça me gêne moins. Mais à partir du moment où la personne est vivante et où elle est là, c'est compliqué de se dire je vais pouvoir la remplacer alors qu'en fait c'est elle qui a créé ce matériau pendant des années de travail. Oui, tout à fait. Il y a quelque chose assez juste dans la domanialité publique, le fait que l'artiste soit encore vivant. À la limite, peut-être des choses du 19e, où tu vois... mais c'est ça. Mais oui, effectivement. Là, le fait que l'intelligence s'entraîne sur des œuvres qui sont protégées... C'est ça. C'est qu'en fait, il y a deux manières de faire, je pense. Il y a l'intelligence artificielle qu'on utilise tous maintenant, et tu parlais des banques de sons. Aujourd'hui, tu as un truc où tu as des trucs qui pointent, tu dis je veux un son d'hélicoptère, il va te chercher tout dans ton ordinateur. En fait, c'est la différence de piocher dans des, entre guillemets, des banques de sons. À partir du moment où tu vas piocher et que tu vas dire je vais faire une super image, je vais prendre un bout de tableau de Picasso et un bout de tableau de Kandinsky, puis hop, évidemment, tu vas mettre ces deux univers ensemble, ça va te donner un truc complètement dingue. C'est facile. Et il n'y a rien qui a vraiment été inventé. Alors, il faut vraiment, dans ce cas-là, compiler et assumer, comme on l'a fait avec le sample, de se dire, OK, je fais des œuvres nouvelles qui peuvent être redoutables et dont on a sûrement besoin pour avancer, mais, pointons, il faut qu'il y ait un truc comme avec les samples, où on se dit, j'ai utilisé telle image, j'ai utilisé telle image, j'ai utilisé telle image. Et si on utilise... J'étais en train ces jours-ci d'écrire une pièce de musique où je devais écrire pendant 12 minutes une basse qui fait des pids sur la fondamentale. Et je me dis, c'est vrai que c'est fou parce que dans quelques années, je dirais à mon ordinateur, je lui dirais, est-ce que tu peux m'écrire un pids de basse sur la fondamentale pendant 12 minutes? Et il fera fruit, et ça sera fait, et je passerai pas, je sais pas combien de temps à le faire. Bon, après, le fait de l'écrire, moi j'écris tout en fait. Quand tu dis je l'écris sur ordinateur, je me sers pas de boucle de rien. Même quand j'écris un charlet pour une batterie, je l'écris en fait. D'accord. Parce que j'aime bien, ça m'amuse et que mon boulot c'est de faire de la musique, c'est pas juste d'utiliser des samples et des trucs. En tout cas, quand j'écris de l'orchestre, j'ai envie d'écrire toutes les notes. Mais c'est vrai qu'on se dit parfois, quand on a besoin d'écrire vite et qu'on a juste besoin d'écrire des rondes, pendant 5 minutes, et écrire des rondes pendant 5 minutes, faut les recopier et ça va nous prendre un quart d'heure, 20 minutes, alors qu'on pourrait le faire en 30 secondes. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour Monte Cristo? Est-ce que c'est des musiques ou est-ce que c'est de la peinture? Est-ce que c'est de la littérature? La littérature, oui. Oui, la littérature, oui, et les musiques. En fait, on a parlé, je parlais d'Herman tout à l'heure, mais on a parlé pas mal d'Herman avec les réalisateurs. Comme j'ai une écriture relativement mélodique, par rapport à d'autres compositeurs, il trouvait ça justement intéressant de mettre ça en avant et de revenir sur de retravailler des codes qu'on a un peu abandonnés aujourd'hui, les codes du thème justement. Oui, d'accord. Donc un des grands boulots, ça a été de se dire comment est-ce qu'on va réussir à faire une thématique comme dans les grands films de l'époque, mais sans que ça fasse vieillot. Et c'est là où je parlais tout à l'heure de la manière dont j'avais bouclé les thèmes, et les thèmes étaient relativement bouclés. Comment est-ce que on travaille un thème aujourd'hui dans un film? Et on s'est dit, finalement, le thème principal du film, qui est donc ce morceau qui s'appelle Vengeance sur la BO, et non Le Trésor, comme beaucoup le pensent, je me suis dit, ce thème doit être omniprésent dans le film. Comment est-ce que je vais faire pour le jouer tout du long, sans que ça fasse redondant? C'est le thème qui est au générique de fin aussi, dans la deuxième partie du morceau qui s'appelle La vie d'après, qui est un des morceaux que les gens aiment beaucoup. Et en fait, je l'ai utilisé en contre-champ, je l'ai utilisé en le faisant faire aux basses pendant qu'il y avait d'autres mélodies, donc on s'en rend pas compte. Ce qui fait qu'en fait, le spectateur est complètement immergé dans cette thématique. Et quand la mélodie sort pour de vrai, on est content parce qu'on a l'impression déjà de la connaître. Oui, tout à fait. On a l'impression de la connaître parce qu'on la connaît déjà, puisqu'on l'a utilisée. Elle y est plus de 80 fois dans le film, je crois, la citation du thème. Donc, pour revenir à des influences, on a parlé d'Herman et j'ai
effectivement adapté un peu le travail d'Herman dans ce sens. Et après, on m'a demandé s'il devait y avoir une musique de référence, qui pour toi ressemble à la musique de Monte Cristo, qui aurait pu t'influencer, mais inconsciemment, ça serait quoi? Alors j'ai bien réfléchi, je me suis dit j'en sais rien, parce que j'aime pas tellement penser en termes de référence. Okay. Et tout à coup, j'ai pensé à First Man. Oui. Bizarrement. Ouais. Mais dans First Man, finalement, la construction de la musique est la même. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un espèce d'ostinato de harpe qui revient sur 3 notes, qui est pareil. Et en fait, quand la fusée arrive sur la Lune, il y a exactement le même principe que dans le Trésor. Je me suis dit après coup, il y a la montée, la montée, la montée, la montée. Et quand ça arrive, ça explose complètement. Le thème explose complètement. Et effectivement, j'avais été très marqué par ce film que je trouve hyper fort. Formidable, ouais. Et la musique que je trouve complètement incroyable. Le fait d'avoir utilisé de la harpe dans un film de l'espace, déjà, je trouve ça fantastique. Clairement. Et ça ramène justement, ce qui est pour moi le point commun, et là où ça peut être vraiment une influence inconsciente, c'est que ça ramène vraiment au sentiment intérieur du personnage. On ne parle plus de les fusées, on ne parle plus de rien, on parle de ses émotions et de son rapport à sa fille qu'il a perdue. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est la même chose dans Monte Cristo, c'est le rapport à l'amour perdu qui est constamment là. Et en fait, ce film, qui est un film de vengeance, moi, je crois que ce qui a séduit les gens, c'est que c'est pas un film de vengeance, c'est un film extrêmement romantique, en fait. Oui, tout à fait. C'est un vrai film d'amour. Voilà. Et c'est assez similaire en jeu vidéo, finalement, quand tu vas décliner un thème, décliner une musique, parce qu'elle est sous-jacente, elle va être là tout du long. C'est un peu similaire, parce que le film est quand même relativement long. Ça reste un film de KPDP, enfin, de KPDP, mais c'est un film quand même... On peut le définir comme ça, à la fois. Qui dure quasiment 3 heures, et c'est ça. Et alors que la musique est quand même assez présente. Ouais. Mais oui, c'est un peu les mêmes challenges. En tout cas, oui, je prends note pour First Man. C'est vrai que c'est un film qui m'avait aussi beaucoup marqué. Et la musique, alors je regarderai pour la harpe qui était sur la Lune. Pour le jeu vidéo, en tout cas, c'est ça. C'est vraiment des vrais challenges de faire vivre la musique en continu, sans qu'elle soit toujours omniprésente. Contrairement à ça, il peut y avoir des jeux comme des films qui n'ont aucune musique, où ils font vivre les sons. Tu vois, le dernier film que j'ai vu là en date, qui m'a beaucoup marqué, c'est l'histoire de Suleiman. Bien sûr, il n'y a pas de musique. C'était un peu une claque. Et en fait, finalement, on est dans un thriller parisien. Bien sûr. Tu parlais de Hitchcock, c'est la même tension. Mais finalement, tu vas avoir les bruits du bus, des passe-by de voitures. Il est constamment sur son vélo électrique. Tu dis, mon Dieu, il va y avoir quelque chose, il va y avoir un drame. Et du coup, c'est la ville, c'est le bruit de la ville qui rythme vraiment le film. Toute la pression est due à la bande son. Et il n'y a aucunement intérêt de mettre de la musique là-dedans. Oui, c'est effectivement, c'est-à-dire que c'est rajouter une couche alors que tout est déjà là. Et finalement, le son de la ville, et la musique de la ville, parce que tout est musique finalement, comme tu disais si bien. Tout a une note fondamentale avec des harmoniques. Voilà, c'est un vrai concert qu'est ce film. Il y en a beaucoup, mais en tout cas, c'est le dernier d'ailleurs que j'ai vu c'est incroyable parce que justement, tu dis il y a une pression, il va se passer quelque chose, et en fait, on reste dans la vraie vie. Il n'y a pas de truc de scénario. En plus, tout à moi, fait. Je trouve il n'y a pas de ficelle. Oui. Tout à fait. C'est le mec, il vit une vie pourrie, mais il se passe rien d'abominable dans cette vie pourrie. Il est juste dans une vie pourrie, en fait. Tout à fait. Et pour moi, c'est la vraie force de ce film, en fait. Mais c'est ça, ce côté caméra à l'épaule, où le son va être redondant, comme une sorte de ritournelle, tu vois, un son de la ville. Il y a un autre film aussi qui m'avait beaucoup marqué, c'est Le Fils de Saul. C'est un film pendant la Shoah où tu as une caméra à l'épaule et c'est très dur, pas de musique, rien, pas pendant les crédits, aucune musique, mais t'as le son du martèlement, comme des films comme Zone of Interest aussi, je sais pas si tu l'as vu là. Oui, bien sûr. Formidable. La musique est très présente quand elle est là, mais il y en a 2 ou 3 dans tout le film, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, c'est le hors-champ, le son. C'est le son hors-champ qui est abominable. Voilà, qui est absolument terrible. Ouais. Et finalement, c'est parce que tu vas t'imaginer, on laisse le spectateur deviner, on suggère pas par la musique. Mais aussi, on suggère pas par la musique, sauf qu'il y a une musique à l'ouverture du film qui est suffisamment marquée pour qu'on ait justement, et j'en parlais tout à l'heure, ce sentiment de rester avec cette musique quand on est dans le film, en fait. Et d'ailleurs, on la retrouve à la fin.
Oui. Alors, je sais plus, dans le film, il y a une fois ou deux des choses, mais du coup... mais voilà, le son, typiquement, dans Zone of Interest, il y a ce truc de son qui rejoint ce que toi, tu travailles plus dans les jeux vidéo. Et alors, comment tu travailles comment avec les équipes et tout ça? Eh ben, en fait, donc, la conception sonore pour les jeux vidéo, c'est assez vaste. C'est-à-dire généralement, on utilise, parce que les temps de production peuvent être serrés, on utilise des sonothèques, on va aller chercher... Alors, combien de temps vous avez pour faire la BO d'un... Alors, la BO, le son, nous, on est dans des équipes de production, donc en fait, un jeu vidéo maintenant, des gros budgets, on parle de gros budgets, c'est comme l'équivalent à des gros films, c'est de 3 à 5 ans. Ça peut être un peu plus, mais généralement, c'est le temps moyen. Et du coup, nous, on est développeurs aussi, c'est-à-dire qu'il y a cette dimension tech. C'est-à-dire qu'on fait le son, on le conçoit. Mais vous travaillez pendant les 3 à 5 ans? Ah oui. Ah oui, d'accord. On s'immerge dans un à univers. La fin du tout comme en cinéma. Exactement. C'est comme si tu t'immergeais dans le monde de Edmond Dantès, tu vois, de Dumas, pendant 5 années jusqu'à sortir ce jeu. Après, nous, il y a cette dimension technique en plus. Donc, on conçoit le son. En fait, il y a quelque chose de très similaire au cinéma. Dans la conception, la documentation, tu vas chercher les sons, tu vas aller prendre des sonothèques, tu vas soit également enregistrer tes propres sons avec des microphones, faire de l'enregistrement de terrain. La différence, c'est que tu vas exporter ces sons et ensuite tu vas les implémenter. Et ça, c'est cette dimension tech que tu dois avoir. C'est-à-dire que le jeu vidéo, finalement, le son dans le jeu vidéo, c'est 50% artistique, 50% technique. Bon, c'est un peu réducteur de dire ça, mais la technique doit toujours servir le propos artistique, parce que t'es en relation avec tes directeurs, tes leads, les réalisateurs qui ont des visions comme au cinéma. Bien sûr. Et du coup, toi, tu dois bien t'assurer que le son joue bien au bon moment. Et il y a aussi cette notion de performance, performance dans le jeu. C'est-à-dire que si tu mets trop de sons qui jouent d'un coup, ton jeu, il va saccader parce qu'il y aura trop de sons. Donc, il faut s'assurer de bien implémenter le son et de s'assurer aussi de la spatialisation, ce qui est vachement emprunt maintenant avec l'Atmos sur le cinéma. Donc, bien spatialiser dans des salles où il y a plein d'enceintes maintenant, où il y a des enceintes où on recrée l'élévation du son. Le jeu vidéo, c'est ça. On travaille avec ça depuis longtemps parce que ça gère de manière automatique, finalement, un peu ça. Et du coup, il y a cette dimension technique où tu dois implémenter le son, alors avec des contraintes plus ou moins différentes. C'est-à-dire, est-ce que le monde est tangible? Quand tu prends les jeux Assassin's Creed, par exemple, qui sont des licences phares chez Ubisoft, ça va être l'exercice de comment tu recrées un monde tangible, soit à la période Edo, au XVIIe siècle au Japon, soit au IXe siècle, soit au XVIe siècle à Florence. Quel était le dialecte qui parlait dans les ruelles, quels étaient les instruments de musique qui sont joués, les sons environnement, les oiseaux. Par exemple, tu vois, il peut y avoir des recherches très précises, comme au cinéma, mais ensuite, il y a cette dimension technique où tu vas donc les jouer sous certaines conditions, tu vas faire des systèmes avec des programmeurs, parce que alors tu peux coder, tu as des programmeurs audio, Non, mais j'ai une question par rapport à ça. C'est qu'il y a une esthétique vraiment propre aussi aux jeux vidéo quand même. Oui. Il y a quelque chose par rapport à, justement, en son. Est-ce que tu travailles avec des boucles quand même? Parce que souvent, j'ai l'impression, moi, je suis pas un expert du jeu vidéo. J'ai des ressentis de ce que j'en connais, mais il y a quand même quelque chose qui me fascine. Cette espèce de plan séquence non-stop avec une caméra qui suit le joueur, notamment Assassin's Creed, t'as ce truc-là. Et j'ai l'impression que le son a une espèce d'esthétique bouclée, en fait. Oui. Dans ces trucs qui donnent un truc vraiment particulier, en fait. Tout à fait. Mais c'est ça. En fait, tout boucle. Parce que, en fait, ça doit être persistant. Ouais. Donc, c'est-à-dire que ton oiseau, tu vas le placer dans un arbre et tu vas jouer, tu vas lui donner des conditions de jouer. Joue-moi ton chant dans une variation de 5 à 15 sons. Joue-moi ton chant toutes les 45 secondes. Et tu peux même randomiser ça. Tu comme peux dire le oud et comme la musique. Exactement. Alors le oud, oui, mais le oud, ça va être généralement une animation avec un personnage qui joue. Donc tu vas essayer de coller à l'image. Ouais, d'accord. Tu vois, mais alors il y a tout cet hors-champ que tu peux jouer ou tu peux après implémenter comme au cinéma du son à l'image dans des petites scénettes avec des animations de personnages. Mais voilà, il y a ces dimensions où
tu dois gérer la spatialisation aussi du son. C'est-à-dire que je prends souvent cet exemple, de l'autoradio, pas de l'autoradio, du poste de radio, dans une scène d'un film. Par exemple, on est Seconde Guerre mondiale, t'as un autoradio à lampe, une radio à lampe, on va l'allumer dans un salon, et puis la personne quitte le salon, elle ferme la porte, et puis paf, on passe à la scène suivante. Donc au cinéma, finalement, t'as une timeline avec ton son, et on passe à la scène suivante, donc tu peux gérer, t'es dans le contrôle. Dans le jeu vidéo, tu vas poser ton son donc d'autoradio avec du contenu que tu auras créé, qui sera généralement, tu auras travaillé avec les directeurs pour que le contenu soit comme au cinéma, corrobore avec l'époque et le propos. Mais sauf que quand tu vas fermer la porte, ton autoradio il vit encore. Donc c'est-à-dire que par rapport après avec des outils, par rapport à la distance de l'autoradio, par rapport à l'occlusion, la diffraction, tu vas gérer en temps réel. Tu vas mettre des coups de bas, des filtres, des réverbérations. Tu vois, une voix par exemple, au cinéma aussi. Au cinéma aussi. Si tu changes de pièce, tu vas l'entendre à travers la porte. Tout à fait. Ceci étant, la différence, c'est que c'est en temps réel. C'est-à-dire que si tu te rapproches, parce que tu peux te rapprocher, tu peux la rouvrir la porte. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, te rapprocher de manière très près du combiné, et après ressortir, fermer la porte. Tu vois, le casser. Tu vois, l'autoradio, tu le casses, tu tires dessus. Tu dois, en fait, penser à toutes ces, je comprends, en fait, toutes ces possibilités qu'offre l'interactivité. Donc, il y a cette dimension, finalement, assez technique aussi. Et si tu décides de pas fermer la porte, elle se ferme automatiquement, ou tu peux avoir un son de ta radio qui, du coup, n'est pas le même que si tu avais fermé la porte? C'est très technique. C'est-à-dire que le son, maintenant, il y a des logiciels, il y a du code qui fait que le son va faire la diffraction du son, que ça va passer par la porte et ça va créer une sorte de réverbération pour recréer, en fait, cette tangibilité. Et tout dépend du propos. C'est-à-dire que si t'es dans... C'est un travail de dingue. C'est un travail technique. Il y a des scripts de son ou pas? Oh, il y en a plein. Beaucoup. Il y a des programmeurs, même audio, qui sont là pour faire des outils pour les sound designers. Non, ce que je voulais dire, des scripts, je parlais des scripts comme à l'image qui font gaffe aux raccords et aux trucs. Ah oui, tout à fait. Il y a des gens qui sont là pour faire attention que tout le son est hyper crédible dans le truc et tout, parce que quand tu travailles, toi, à un moment, tu n'as plus de recul. Forcément. J'imagine qu'il y a des moments où tout ce truc-là, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui... C'est tout à fait. C'est très processé. C'est-à-dire que moi, j'évolue dans un département audio. Donc, il y a un directeur audio qui chapeaute la vision. T'as un lead. T'as des gens qui sont là pour être garants du propos de la narration du projet. Est-ce que c'est un jeu fantaisiste, tu vois, avec des sons complètement irréels, sci-fi ou magiques, tu vois, genre Le Seigneur des Anneaux ou Donjons et Dragons, ou est-ce que c'est quelque chose de très réaliste? Est-ce que ça se veut violent? Est-ce que ça se veut pour les familles? Et du coup, il y a toujours un capitaine qui est là pour garantir la vision. Donc, on va faire des reviews en studio. Tu arrives dans des salles calibrées comme toi, tu fais avec les réalisateurs, je pense. Et puis, on va te dire, non, là, je trouve pas très... tu vois, je trouve trop famille, ou pas assez cru, pas assez viscéral, ou là, là, tu y allais un peu de main... tu vois, tu y allais un peu de manière costaud. Et au final, donc oui, c'est assez. On est des équipes, c'est très collaboratif. C'est pas, tu n'es pas. Finalement, le compositeur, on va l'appeler, ça va être quelqu'un qui va être généralement à son compte. Il y a des compositeurs qui sont in-house, qu'on appelle in-house, et qui sont employés de studios de jeux vidéo. C'est très rare. Et c'est généralement quand on va faire des jeux un peu à la chaîne. Ouais, d'accord. Comme l'étaient les compositeurs à Hollywood, en fait. Tout à fait. Au départ. Tout à fait, c'est ça. Chez Paramount ou ah bah oui, il y avait MGM, je sais plus lequel c'était, Steiner à MGM, Wax à l'autre, je sais plus je suis pas un grand spécialiste, mais je sais qu'il y avait tout un truc où il dirigeait toutes les musiques des maisons. Mais là, du coup, tu vois, c'est empreint plus avec le code du cinéma maintenant. On va prendre un compositeur comme toi pour un jeu, et finalement, après, tu vas nous faire soit une BO, soit une musique pour le jeu. Et ma question, c'est, quand tu parles de jeu, tu parles beaucoup on fait comme au cinéma, mais aujourd'hui, il y a aussi l'inverse. Nous, au cinéma, on s'inspire un peu parfois de jeux. Je sais que, par exemple, quand j'ai vu 1917, ça m'a sauté aux yeux. Oui. Parce que plan séquence, parce que le mec est suivi par la caméra pendant tout le temps. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est fou comme on est dans un jeu vidéo, dans ce film. Tout à fait. Alors, ce film, moi, j'ai trouvé que c'était c'était vraiment formidable.
Mais effectivement, c'est que tu veux cette expérience, c'est l'immersion en fait que tu veux créer. Tu veux recréer l'atrocité de la Première Guerre mondiale dans les tranchées. Ouais. C'est ce que tu vas recréer dans des jeux de guerre. Les Américains sont très forts là-dessus. Où tu vois, où finalement t'es embarqué, on te recrée la scène du débarquement. Tu vois, avec voilà, t'es en Normandie. Et t'as un point de vue et tu ne le lâches pas. En fait, c'est ça l'idée. Exactement. C'est que t'as plusieurs points de vue, mais c'est ça. Et en fait, le son va être travaillé pour que ce soit le plus réaliste possible. Il y a toujours cette petite touche quand même dans le jeu vidéo où on va gonfler un peu. Il y a ce côté un peu hollywoodien, où on aime bien un petit peu, tu sais, un peu stéroïder un peu les sons. Ceci étant, maintenant, c'est un peu comme les films d'auteurs aussi. Tu as des mouvances qui sont des jeux indés d'auteurs qui peuvent être très, c'est une question que j'avais aussi. Il y a des jeux indés d'auteurs qu'on connaît moins, évidemment, mais comme les films d'auteurs, sont un grand public, mais oui. Tout à fait. Il y a un vrai pan, comme au cinéma. En fait, c'est vraiment, ça se répond vraiment, parce que le cinéma emprunte aux jeux vidéo et inversement. Tu vois, maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment le cas, et je pense que ça va vraiment évoluer. On n'a pas encore de cinéma interactif, mais je pense qu'on n'est pas loin. Hein. Bah, vraiment. Quand tu vois, je parlais là les Grammy Awards, par exemple. Maintenant, ils ont leur branche interactive, c'est-à-dire qu'ils récompensent un compositeur pour la musique interactive. Tu vois, c'est que de plus en plus, et il y a un côté où, surtout maintenant, sans citer des vieux pots, des vieilles idéologies qu'on a sur le jeu vidéo, mais il y a toujours ce côté où de plus en plus on quitte ce côté adolescent dans sa chambre avec des sons des images très colorisées, avec des sons bip-bloop. Non, là c'est maintenant ça devient très sérieux. Et on peut avoir plus de 25 ans et jouer à des jeux vidéo, tu vois, et être immergé. Après, c'est sûr que, à la différence du cinéma, c'est que ça va ça va être vraiment, ça va essayer d'aller vers la même direction, mais tu es actif et non passif. Dans le cinéma, tu vas te prendre un choc émotionnel, par exemple. Oui, bien sûr. Et là, dans certains jeux vidéo, pardon, je pense à un jeu vidéo, je vais le citer, qui s'appelle The Last of Us, où tu as des scènes très, très crues. Et là, on te dit, c'est à toi maintenant de jouer cette scène, tu vois. Et là, c'est terrible parce que tu appuies sur la touche et tu dis, ah, mais c'est vraiment à moi de faire ça. Et c'est des choses qui te marquent comme un bouquin ou comme un livre. Mais sauf que là, on te fait participer à une scène qui est atroce, comme une scène de guerre ou un meurtre, par exemple. Est-ce que dans le jeu vidéo, ça, c'est un truc que je n'ai jamais vu, mais est-ce qu'on peut changer de personnage comme finalement le point de vue dans un film? Dans un film, tu es passif. Oui. Mais tu as de l'empathie pour des personnages et tu passes d'un personnage à l'autre. Moi, de ce que je connais du jeu vidéo, il n'y a pas forcément d'histoire d'empathie pour l'autre. On est dans son personnage et on avance avec son personnage. Qu'on soit dans une course de voiture, qu'on soit en train de danser, qu'on soit en train de tuer des gens, on est toujours comme dans la vie, on va dire. Mais est-ce que le concept de changer de point de vue et de personnage existe aussi? Ah, tout à fait. C'est exactement comme dans les films. C'est-à-dire que, tu vois, le jeu vidéo qui se vend le plus au monde, qui est GTA. Donc, tu vois, GTA, c'est que tu peux faire tout. Mais j'ai pas joué. Voilà. Mais je t'invite, c'est très drôle. Ouais. Et là, t'as des changements de point de vue. Et t'as dans le dernier, t'as 3 personnages. C'est ultra cinématographique, ultra. Et du coup, il y a cette petite, pour moi, en tout cas, pour ça que je suis dans le jeu vidéo aussi, c'est qu'il y a ce truc qui est magique qui fait que c'est à toi, on te donne aussi cette manette, cette possibilité de t'immerger et si tu as envie de tourner à droite, tu tournes à droite. Tu vois ce que je veux dire, tu vois une colline au loin, ça dépend des jeux. Ouais, bien sûr. Non, mais il y a encore, moi, ce qui m'intéresse vraiment dans tout ce que tu dis et ce que je trouve dingue, c'est que c'est quand même un univers dans lequel il y a énormément de choses qui restent à faire. Oui. Contrairement au cinéma où on commence à tourner en rond. Et d'ailleurs, on commence à s'inspirer du jeu vidéo pour faire du cinéma et d'autres arts, en fait. C'est vrai. Parce qu'évidemment, il y a 100 ans de cinéma et il y a... 50 ans, je pense, de jeux vidéo, là. Ouais. Je parlais de jeux un peu cinématographiques, avec des personnages, des machins. Je te dirais, c'est la fin des années 90, tu vois. Où là, on est moins dans le... Moi, je me souviens de Myst, par exemple. Oui, qui était hyper... Alors, pour le son, ça a dû quand même pas mal influencer des choses, parce qu'il y avait un gros boulot de son. Tout à fait. Myst, formidable jeu d'énigmes français, d'ailleurs. Hein. Ouais. Là, justement, on sort de ce côté purement gameplay. On va raconter des histoires par le son, par les musiques.
Et en fait, la technologie aussi permet, c'est surtout l'avancée technologique qui permet après de faire des choses aussi parce qu'il y avait cette limitation, cette contrainte technique et technologique. Au début, tu vois, les gens qui faisaient de la musique pour les jeux vidéo au Japon, ils étaient limités à, je sais plus combien de mégas de RAM, mais tu vois, c'est-à-dire que sur la cartouche, quand tu mets dans ta console, la musique était dans la cartouche. Donc à partir de là, c'est ce qui a créé des chefs-d'œuvre de musique rétro, tu vois, où des compositeurs japonais justement et des gens après s'inspirent de ça. Tu vois, les Sakamoto par exemple, il avait Ryuichi Sakamoto, le grand compositeur. Tu vois, il avait le Yellow Magic Orchestra. Ils ont fait beaucoup de musique pour la musique de jeux vidéo, sont inspirés de ça, et ça a vachement inspiré leur musique parce que les compositeurs étaient contraintes de la disquette, tu vois, de 3 mégas, qu'il fallait que ça, 3 mégas encore, je pense que c'est des kilooctets même, ou je sais pas, mais du coup, c'était un tour de passe-passe. Sakamoto, il a fait de la musique de jeux vidéo? Il a pas fait de la musique, non, mais le YMO, le Yellow Magic Orchestra était très inspiré de ça, la musique des pachinko aussi, tu sais, des machines à sous. Et voilà, mais en fait, ce qui est drôle, c'est que la contrainte technique de la musique de jeux vidéo influence la culture populaire et influence la musique finalement. Ça va être de la musique un peu expérimentale, mais qui emprunte la musique, tu vois, que maintenant on appelle de la rétro wave, tu vois. Et maintenant c'est un genre, c'est ça qui est rigolo. Et maintenant avec les technologies, on devient beaucoup plus à l'aise. On peut faire du vrai cinéma. Mais parce que pour revenir au son et aux jeux vidéo, je parlais de Myst, mais du coup ça me revient. Tout est que basé sur le son dans la résolution des énigmes quasiment. Ouais. C'est vraiment d'entendre que tel son fait ça, que tel son fait ci, de retrouver des mélodies, de retrouver des machins. Il y avait un énorme boulot avec ça. Oui, tout à fait. C'est très intéressant ce que tu dis parce que un des mandats quand même du sound designer dans le jeu vidéo, c'est de donner des signes et feedback. Donc, si tu dois donner des feedbacks aux joueurs, genre le joueur il joue, il doit savoir qu'avec ce clic de porte, il l'a déverrouillé, tu vois, par exemple. Mais donc tout ça pour dire que c'est hyper récent pour moi le jeu vidéo et qu'il y a vraiment un univers, il y a des tas de choses à découvrir encore, je pense, justement dans cette manière d'être de plus en plus réaliste, mais finalement réaliste avec des codes de jeux vidéo, parce que dès qu'on en voit un, on sait que c'est un jeu vidéo, on sait que c'est pas un film. Oui, tout à fait. Et encore, le jeu vidéo peut se détacher vraiment de ça, tu vois, en empruntant vraiment au cinéma. Tu vois, la frontière devient de plus en plus mince. On va se demander qu'est-ce que sera le cinéma de demain, finalement. Il y a des choses qui vont changer, mais il faut se servir des codes artistiques qu'on met en place malgré nous au départ. Quand tu penses en musique, par exemple, Carpenter, par défaut, a fait des musiques parce qu'il n'avait pas d'argent et qu'il fallait bien qu'il les fasse avec un synthé, et il a inventé tout un vocabulaire. Et aujourd'hui, c'est une vraie esthétique de faire des musiques à la Carpenter. Je savais pas du tout, tu vois, que c'était parce qu'il était fauché qu'il a il avait pas un rond, donc il s'est dit, je vais faire de l'orchestre avec mon synthé, en fait. Et il a tout inventé comme ça. C'est pour ça c'est d'ailleurs pour ça qu'il le faisait lui-même. Je crois il était musicien, mais il avait pas de quoi. Je suis pas si certain qu'il ait voulu, lui, au départ, faire sa musique. Je pense que c'est un peu par la force des choses qu'il s'est dit, OK, je sais faire de la musique, j'y vais, incroyable. Je fais mon truc. C'est fou parce que ça crée après un genre. Finalement, c'est une contrainte, qu'elle soit économique, technique. Et finalement, tu crées et tu façonnes et après les gens s'inspirent. Mais oui. Et la Madeleine de Proust, tu reviens, quand les gens ont vu les films de Carpenter gamin, ils voient des références à ça, c'est hyper fort. Et je pense qu'avec le jeu vidéo, il y a quelque chose de comme ça aussi comme je disais, ces espèces de sons bouclés sur des espèces de plans séquences. Il y a quelque chose qui s'instaure et qui fait que quand on revient dans cet état d'esprit, on a une émotion forte de choses qu'on a vécues avant. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et ça serait presque dommage de vouloir faire que du cinéma avec le jeu vidéo. Je pense que c'est plus... Il y a un truc plus artistique que ça à faire, en fait. Tout à fait, t'as raison. Et puis, il y a des gens qui ne veulent pas que le jeu vidéo soit du cinéma. Moi, c'est sympa ton film interactif. Il y a toute une frange de joueurs qui trouvent que finalement, on va plus trop dans la direction du film où on fait ce qu'on appelle des QTE, c'est-à-dire tu vas avoir une touche à un moment, t'es en train de regarder un film quasiment, et puis on te dit tiens, appuie à ce moment-là, alors que les joueurs, eux, veulent la totale liberté. Donc c'est plutôt des franges différentes directions. Tu vois, il y a des studios qui sont spécialisés, il y a des studios français qui sont très spécialisés dans les jeux narratifs, mais voilà, qui vont spécialiser, notamment des Français, dans des films
comme des films d'adolescents avec tous les codes du film du cinéma indépendant américain, tu vois, avec la lumière, l'espèce de bokeh avec le soleil, la folk, la BO est très importante. Ça va jouer énormément sur l'immersion et puis. Bien sûr. Mais du coup, c'est ça. La frontière est assez de plus en plus mince. Voilà, mais tu sais à tel point que c'est marrant parce que maintenant il y a des séries qui sont adaptées aux jeux vidéo. Je pense à The Last of Us encore, tu vois, c'est un truc de zombies américain. Beaucoup de gens pensent que c'est un peu la blague, c'est tiens, il y a la série Netflix, non, c'est HBO, pardon. Et beaucoup de gens pensent mais c'est sympa l'adaptation, le jeu vidéo adapté de la série, alors qu'en fait c'est l'inverse finalement, tu vois, c'est vraiment le jeu vidéo qui a inspiré la série. Et de plus en plus on voit ça parce que ça s'y prête, parce que tu peux raconter des histoires qui sont longues, un peu comme des séries. Je me demandais, toi, d'ailleurs, le format de la série, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse aussi? Ouais, carrément. Je trouve ça super. Alors, je n'en fais pas, j'en ai fait très peu, parce que j'ai fait deux, trois séries qui n'ont pas été des séries qui ont marché, donc forcément. Mais c'est vrai que c'est un format que j'aime beaucoup, surtout que, avec ma manière d'écrire, qui est d'écrire beaucoup sur scénario et de donner beaucoup de musique au moment du montage, pour les séries, c'est merveilleux pour eux, parce qu'ils peuvent vraiment... déjà avoir une énorme matière de banque de musique, on va dire. Ce qui est très intéressant pour finir là-dessus, c'est que dans une série, on peut se permettre d'un épisode à l'autre de vraiment de faire des redites d'exactement la même musique, et c'est perçu complètement différemment. Et ça, c'est vraiment un truc qui me plaît beaucoup, en fait. La manière dont la musique peut être interprétée déjà sur un plan ou sur un autre de manière différente, alors que c'est la même musique. On l'a fait dans le Comte de Monte Cristo, parce que souvent les gens me disent oui, c'est pas tout à fait la même musique, mais en fait si. Le Trésor par exemple revient 3 fois et il revient exactement pareil les 3 fois. Sauf que ça donne une autre dimension. Et alors quand on change d'épisode, c'est encore autre chose, parce que on a oublié qu'on avait entendu cette musique, et on est content de la réentendre parce qu'on pense qu'elle est nouvelle. Mais je pense qu'on a bien développé sur le sujet. C'était assez riche, tout à fait. Mais moi, j'ai appris plein de trucs. Je suis ravi, en tout cas, de cet échange. De même. C'est vrai que c'est un monde que je connais pas si bien, et ça me donne envie d'aller chercher plus loin le fait d'en parler. Oui, en espérant que ça te donne envie de composer pour le jeu vidéo, parce que tu as un profil vraiment intéressant pour ça. Eh ben super. On va en parler. Merci. Merci à toi, Jérôme. Salut. Salut.